Alors bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui me suivent, bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons apprendre ensemble à créer de façon simplifiée une application de gestion de stock. C'est une application qui va contenir uniquement que 3 feuilles, la feuille de saisie des articles, la feuille de stockage des achats et puis la feuille de stockage des données de vente qui seront mises en relation à la fin à travers un TCD, un dashboard. Dans un premier temps, la chose à faire, c'est d'enregistrer notre classeur en tant que classeur prenant en charge les macros. Alors donc vous cliquez sur fichier, enregistrer sous. On attend que la fenêtre s'ouvre. On définit la zone dans laquelle nous allons, le dossier dans lequel nous allons enregistrer notre fichier. Mettez le fichier à un emplacement que vous allez retrouver assez rapidement. Ici, moi je le nomme gestion complète simplifiée des stocks. C'est vrai que c'est une gestion simplifiée, mais elle sera complète. N'oubliez pas de choisir classeur Excel prenant en charge les macros. Alors, une fois que cela est fait, nous allons configurer les différentes feuilles. 4 feuilles, la feuille accueil, la feuille données des ventes, ensuite la feuille données des achats et enfin la feuille données des articles. Dans un premier temps, nous allons configurer la feuille de données des articles. En premier lieu, nous avons le champ code article, ensuite son libellé, le libellé de l'article, le prix. Bon, peut-être ici on va voir si on doit mettre les prix d'achat, les prix de vente, pour que lorsqu'on choisit l'article, on ait directement le prix. Bon, on fera ça au fur avec la fin si cela est nécessaire. Pour l'instant, on va juste préciser la quantité totale achetée, la quantité totale vendue. Ces deux informations seront des calculs sur la base des informations qui seront stockées dans les feuilles de données de vente et de données d'achat. Voilà. On suit ensemble, je ne vais pas toujours commenter. On suit ensemble pour voir un peu comment les choses vont se faire. Il faut toujours mettre nos données sous forme de tableau. Cela facilite l'utilisation, le traitement. Ici, nous allons lui donner le nom tableau article qui contient au total 6 champs. 6 champs pour l'instant. On verra dans la suite s'il faut ajouter ou retrancher d'autres champs pour faciliter la gestion. Donc la quantité totale d'achat et la quantité totale de vente serviront à déterminer la quantité en stock. Au niveau des données, on aura toujours aussi le code article. On va saisir les différents champs qui vont entrer en ligne dans le cadre de la vente. Donc on a le code article, le libellé de l'article, le prix de vente, la quantité vendue et le montant de la vente. Aussi, il est intéressant de préciser la date pour pouvoir facilement faire le dashboard, le suivi des ventes selon les différentes périodes. Toujours mettre sous forme de tableau. Ici, ce tableau sera nommé tableau vente.
Bon, la mise en forme, chacun choisit la police et puis la taille qui lui convient. En ce qui concerne les données d'achat, toujours le code article et le libellé de l'article. Ces deux informations doivent apparaître dans l'ensemble des feuilles de données. Le prix d'achat, en idée de pouvoir déterminer le bénéfice. Aussi, on aura la quantité achetée qui sera mise en relation avec la quantité vendue de chaque achat, de chaque article, pour déterminer la quantité en stock. Et c'est cette quantité-là en stock qui va nous déterminer s'il est possible de faire une vente ou s'il faut nécessairement compléter le stock par un achat. Toujours préciser la date en vue d'évaluer la progression des achats sur une période donnée et aussi le bénéfice sur la même période. Mettre sous forme de tableau et préciser qu'il s'agit d'un tableau achat. Ces éléments vont nous permettre de facilement manipuler ces tableaux-là via les formulaires, les user forms et les zones de liste. Alors pour la mise en forme, on va laisser chacun faire. Ici, comme à mon habitude, j'aime bien donner des couleurs à mes onglets en vue de les différencier. On pourra travailler après sur la feuille accueil. C'est une feuille qui va contenir les différents boutons qui serviront à saisir ou à visualiser les données des ventes, achats ou articles. Alors, une fois que cela est fait, nous allons enregistrer le classeur et passer à la partie de développement. Alors, ici, 3 feuilles de données signifie qu'il faut avoir 3 formulaires de visualisation, 3 formulaires de saisie. De même que nous avons des noms des feuilles au niveau d'Excel, au niveau de VBA aussi, les feuilles ont des noms. Nous allons modifier ces noms de feuilles-là afin de pouvoir les manipuler facilement dans notre code. Ici, le name, entre parenthèses, c'est le nom de l'objet feuille dans le code dans la partie VBA. Et c'est ce nom-là. Ce nom peut être utilisé pour faire l'appel. Alors, comme je l'ai dit, 3 formulaires de visualisation. Un formulaire de visualisation des données achats, un formulaire de visualisation des données d'articles et un formulaire de visualisation des données de vente. Alors donc, pour chaque formulaire, nous allons utiliser la nomenclature FM données et nous allons mettre l'information qui concerne les données qui seront affichées dans ce formulaire. Ici, ce sera FM données achat. Alors, il faut agrandir le formulaire afin de l'adapter à notre besoin. Voilà. Bon, je change la propriété font. La propriété font, c'est pour définir la police du formulaire. Ici, lorsque on met cette propriété directement sur le formulaire, tous les objets qui seront ajoutés au formulaire vont automatiquement adopter la même propriété font que le formulaire qui est le parent. La propriété caption, c'est le libellé du formulaire. Ici, on modifie pour préciser qu'il s'agit d'un formulaire d'achat. Il y a une différence entre la propriété caption et la propriété name. La propriété name, c'est pour faire appel à l'objet dans notre code. La propriété caption, c'est un peu le libellé de l'objet. Et on fera de même pour chaque objet. Propriété caption vente pour le formulaire de vente
et FM données vente comme son nom d'utilisation dans le code. À chacun, on va leur donner une police roboto avec roboto condensé et de taille 12. Alors vous avez la possibilité de modifier chaque propriété. Le width c'est pour la largeur et le height pour la longueur. En fonction de vos besoins, vous avez la possibilité de vérifier la propriété de l'objet qui vous intéresse et de modifier. Vous avez vu que lorsqu'on modifie la largeur, automatiquement la propriété width s'adapte à la nouvelle taille de largeur. De même que la propriété height. Bon, dans un souci d'uniformisation, on va appliquer les mêmes propriétés aux différents formulaires de visualisation. Données achat, FM données achat. Alors, un formulaire de visualisation doit contenir au minimum 3 types d'objets. 3 types d'objets au minimum. La propriété backcolor ici, c'est pour modifier la couleur du formulaire. Ici, on a mis backcolor en blanc. Je le disais tantôt, un formulaire de visualisation doit contenir au minimum 3 différents types d'objets. Le label, l'objet label pour le titre, voilà, pour le titre du formulaire, pour bien guider les différents utilisateurs. Ici, nous mettons le label. Il a une propriété qui est beaucoup utilisée, qui est la propriété caption, qui donne l'information sur le libellé. Donc, données des achats effectués. Lorsque vous sélectionnez un objet, vous avez accès aux différentes propriétés de l'objet. Et en fonction des besoins, vous pouvez modifier la propriété qui vous intéresse. Ici, la propriété font a été modifiée en vue d'augmenter la taille de l'écriture de l'objet. Voilà. On fera de même pour les autres objets. Backcolor blanc, couleur blanche. On copie et on colle le libellé qui a été créé dans la partie achat. C'est aussi un avantage au niveau de VBA, c'est que lorsque vous avez déjà créé un objet avec une structure bien définie, vous avez la possibilité de copier et coller sans vous fatiguer. Le copier-coller permet de conserver les mêmes propriétés et d'aller un peu plus vite. Donc là, nous allons parler de données des ventes effectuées avec EMUR. On finit, on enregistre. Ne pas oublier de toujours enregistrer. Alors, le deuxième type d'objet, c'est l'objet zone de liste qui permet d'afficher les informations qui ont été stockées dans le tableau. Ici, c'est un objet de type listbox. L'objet de type listbox, il permet d'afficher des informations d'un tableau. Alors, pour ce faire, nous allons aller, on vérifie déjà le nombre de colonnes. Ici, c'est 6. Et on récupère le nom du tableau concerné. Au niveau de vente, c'est le tableau vente. L'objet listbox a une propriété qui est beaucoup utilisée, c'est la propriété raw source. La propriété raw source permet de lier l'objet VBA à l'objet Excel. Dans le cadre de notre objet listbox, nous allons définir 6 colonnes. Colonne compte 6 et colonne id à true pour dire qu'on veut afficher les en-têtes. Alors vous pouvez comme ça vous amuser à parcourir les différentes propriétés. Ici la propriété Special Effect qui permet de modifier le design ou l'aperçu de l'objet. Voilà, donc moi j'aime bien cet aperçu là, Special Effect Flat. Ça me plaît bien. Alors, le troisième objet, ce sont les commandes boutons pour ajouter, modifier ou supprimer.
Alors, on va en ajouter 3 et modifier la propriété name. C'est toujours bon de donner un nom spécifique à un objet afin de pouvoir bien se retrouver dans le code. Et ici aussi, l'objet bouton a une propriété caption qui permet de définir son libellé. On peut aussi copier l'objet en question et puis ajouter, modifier sa propriété name. Là, c'est le bouton de modification. Donc, CMD modifier en name et puis en caption, nous allons écrire modifier. De même, pour le troisième bouton, vous vous en doutez bien, c'est le bouton de suppression. Donc, caption supprimer et name CMD supprimer. On va maintenant voir si on peut modifier les propriétés backcolor de ces différents objets en vue de leur donner une couleur significative. Ici, le rouge pour dire que nous voulons supprimer. Voilà, on peut toujours modifier la propriété font. Modifier. Voilà, on modifie la propriété font. Vous faites comme vous le sentez, hein, en fonction de ce que vous souhaitez. Mais dans le cas de l'apprentissage, je vous conseille de suivre textuellement ce qui est fait. Voilà, forecolor c'est la couleur du test, backcolor c'est la couleur de l'intérieur de l'objet. Alors, donc, nous avons maintenant notre formulaire de données des ventes qui est prêt, quasi prêt, sans les codes. L'avantage d'utiliser le listbox avec la propriété ressources rattachée au tableau, c'est qu'on n'a plus besoin de faire un code qui va aller récupérer les informations dans la feuille Excel et les stocker dans le formulaire, dans le user form. Les deux sont directement liés grâce à la propriété ressources. Donc tout ce qui est fait dans la feuille Excel est répercuté automatiquement dans le listbox et vice versa. Voilà, pour ne plus se fatiguer, nous allons copier tout simplement. Bon, on va d'abord modifier le nom de l'objet listbox ici. Ici, ça veut dire LB données vente. LB, c'est le préfixe que moi j'aime bien donner aux objets de type listbox. Alors, on copie pour ne pas se fatiguer et on colle. Puis, on va modifier les propriétés de l'objet listbox en vue de l'adapter ici aux articles. Donc LB données article. Nous allons faire la même chose pour les achats. Voilà. 440. Ok, voilà, c'est bon. Ok, alors on modifie ici LB données voilà. Au niveau de l'article des achats, nous avons le tableau achat. Voilà, on modifie dans la propriété ressources. Au lieu de tableau vente, ça devient tableau achat. Voilà, l'élément s'adapte automatiquement. On a aussi 6 colonnes, donc ça passe. Au niveau des articles, nous avons aussi 6 colonnes. Achat 6 colonnes et vente 6 colonnes. On va récupérer aussi le nom de l'objet du tableau article. Ok, voilà, et on modifie ici. On aura maintenant dans la propriété ressources tableau article.
modifie les couleurs. Je vous laisse suivre pour la mise en forme. N'oubliez pas, For Color, c'est pour modifier la couleur du test. Et Back Color, c'est pour modifier la couleur intérieure de l'objet. Effectue quelques tests d'exécution pour voir comment l'objet se comporte. Puis on enregistre. Ne jamais oublier d'enregistrer les éléments au fur et à mesure. Déjà, à ce niveau, on peut ajouter des boutons pour pouvoir directement afficher les différents formulaires sans avoir besoin de passer par le bouton vers d'exécution dans le code. Donc on va ajouter le bouton. On va ajouter 3 boutons au total. Alors lorsqu'on ajoute un bouton dans une vue Excel, automatiquement on nous demande de créer une macro qui sera exécutée au clic de ce bouton. Ici, menu données nouvelle. Donc on va faire nouvelle pour dire c'est une nouvelle macro qu'on veut créer. Et nous allons afficher à partir de ce bouton, au clic de ce bouton, le formulaire de données de vente. Donc fm données vente.show. On fera de même pour les 2 autres formulaires de visualisation. Donc achat et vente. Menu données achat. Et on clique sur nouvelle pour dire c'est une nouvelle macro qu'on veut créer. Et là on met fm données achat.show. Aussi, on fait la même chose pour afficher les données des articles. Menu données articles. Nouvelle. fm données article.show. Et on finit, on enregistre. On va maintenant modifier le test de chacun des boutons en vue de spécifier l'action qu'il aura effectuée au clic. Donc, gestion des ventes pour afficher le formulaire des ventes. Il faut dire que le formulaire de visualisation permet en même temps de faire la gestion complète des ventes ou de l'achat ou des articles. Parce que là, on a déjà les boutons modifier, ajouter, supprimer. Voilà. Donc, on peut faire directement toute la gestion de l'objet ou bien de l'outil directement à partir de ce formulaire. C'est pourquoi ici, dans les différents boutons, nous mettons gestion des ventes. Voilà. Pour respecter toujours notre police, ici, on va donner police roboto, condensite, gras, voilà, on augmente. Ok. Ça, c'est vraiment une mise en forme. Vraiment une mise en forme. Et comme on le dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. À chacun de choisir le goût qui lui convient.
OK. On choisit maintenant la couleur et on valide avec le bouton OK. Quelques tests pour voir si les boutons s'exécutent conformément à ce qu'on a programmé. On enregistre le tout. On va maintenant ajouter les formulaires de saisie. Les formulaires de saisie de données servent en même temps de formulaires de modification. Donc, on n'aura pas un formulaire de saisie à part et un formulaire de modification à part. Donc, pour chaque type de données, on a deux formulaires. Un formulaire de visualisation des données qui permet en même temps de piloter les données du thème, et un formulaire de saisie qui permet de saisir, de valider les données saisies, de nouvelles données ou de modifier les données qui sont déjà stockées. Voilà, on va essayer de tirer pour adapter. Ici, il s'agit du formulaire des achats, du formulaire de saisie des ventes, toujours des deux propriétés, la propriété name pour le nom d'appel dans le code, et puis la propriété caption pour le libeller afin de mieux guider les utilisateurs. Nous allons créer notre premier module. Les modules, ce sont des feuilles de code. C'est dans ces différents éléments-là, dans ces différents modules-là qu'on crée nos différents codes. Voilà, ici, lorsqu'il s'agit des procédures qui sont publiques, comme ces différentes procédures qui sont là, SEB, qui commencent par directement SEB, on les écrit dans des modules standards tels que celui dans lequel nous sommes. Alors, nous allons créer une première variable qui sera publique. Donc, public ajout modification as boolean, c'est une variable pour savoir si nous sommes dans le cadre d'un ajout ou d'une modification. Alors, comme je vous ai dit, dans les formulaires de saisie vont servir soit à saisir une nouvelle information ou à modifier une information existante. Donc, il faut bien qu'on puisse savoir si nous sommes dans le cadre d'un ajout ou si nous sommes dans le cadre d'une modification. Et la variable publique ajout modification booléenne va nous servir pour pouvoir savoir si nous sommes dans le cadre d'un ajout ou d'une modification. Donc, lorsque c'est true, alors on va dire on est dans le cadre d'un ajout. Et lorsque c'est false, on saura que nous sommes dans le cadre d'une modification. De même, si nous sommes dans le cadre d'une modification, quelle est la ligne à modifier? C'est dans ce cadre que nous avons créé aussi la variable publique ligne à modifier, qui est de type entier long et qui va nous définir la ligne dans laquelle nous sommes et que nous souhaitons modifier. Ici, nous avons défini ces deux variables de façon publique parce qu'elles seront appelées aussi bien dans le code des achats, dans le code des articles et dans le code des ventes. C'est pourquoi nous les avons déclarées publiques. Vous avez vu que les variables qui ont été déclarées publiques ont été déclarées dans un module standard. Donc, en l'occurrence, le module nommé module principal, et sont juste en haut après l'option explicite. L'option explicite ici, c'est une clé qui permet de dire à VBA que toutes les variables que nous allons utiliser seront déclarées. Dans un premier temps, nous allons commencer avec le code d'ajout. Pour ne pas oublier, il faut déjà préciser, donner une information. Voilà, ici, ajout, modification égale true. Pour dire que lorsque l'utilisateur clique sur le bouton ajouter, avant que le formulaire d'achat ne s'affiche ou le formulaire de saisie ne s'affiche, directement, l'information est transmise
à la variable ajout modification pour dire au formulaire de saisie que nous sommes dans le cadre d'un ajout. Et on fera de même pour chacun des formulaires. Les formulaires de données de vente, les formulaires de données d'achat et les formulaires de données d'articles. Voilà, donc juste avant d'afficher le formulaire de saisie, il faut préciser que nous sommes dans le cadre d'un ajout. Donc tout pour dire ajout ou false pour dire modification. Donc ici, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton modifier, bien évidemment, on aura ajout modification égale false. Voilà, les formulaires s'affichent. Ici aussi, voilà. Les formulaires s'affichent en sachant que on est dans le cadre d'un ajout ou dans le cadre d'une modification. Nous allons maintenant faire la mise en forme des différents formulaires de saisie. Dans le cadre du formulaire d'achat, comme on l'a dit, nous avons 6 variables, donc 6 champs. Code article, libellé article, prix d'achat, quantité d'achat, montant d'achat et la date. Voilà, donc c'est bien subdivisé. Nous avons une première partie qui permet d'afficher ou de choisir l'article. Donc, pour faciliter la compréhension de ce formulaire, nous avons créé un premier groupe qui va contenir les informations sur le formulaire ou bien sur l'article. Voilà, sur l'article. Donc, information article. Et là, dans le deuxième groupe, nous aurons les informations sur l'achat. On va utiliser ce même principe pour les saisies de vente. Et le bouton de validation pour confirmer l'ajout ou pour confirmer la modification. C'est dans ce bouton qu'on connaîtra l'importance de la variable ajout modification. Il pourra exécuter une instruction en fonction de s'il s'agit d'un ajout ou s'il s'agit d'une modification. Toujours dans une logique d'harmonisation, nous allons conserver la même police, la même taille, ainsi de suite. Donc ici, CMD validé. Caption, ne pas oublier, valider. On choisit la taille et on valide. Voilà. On modifie aussi les propriétés fore color et back color du bouton. Ce sont des propriétés qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc déjà, je pense que ce sont des propriétés que vous allez facilement connaître ou comprendre parce qu'on les utilise beaucoup. Ok, c'est important aussi de faire un bon design pour son application. C'est important aussi de faire un bon design pour son application. Ça donne envie de le manipuler. Ici, au niveau de l'information sur l'article, on met un bouton qui va permettre d'afficher la liste des articles disponibles, de choisir l'article concerné et d'enregistrer les informations d'achat. Ici, quand on parle d'achat, il s'agit du propriétaire du magasin qui va faire des achats pour venir approvisionner son stock. Voilà.
On aura ici le code de l'article. On copie, on colle pour conserver la même taille. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton choix de l'article, une fenêtre s'affiche et nous permet de récupérer les informations sur le code et le libellé de l'article. On va modifier encore la propriété font pour le rendre encore plus condensé. Voilà. Pour les autres champs, on aura le prix d'achat, la quantité achetée, le montant d'achat et la date. Ok, pour conserver les mêmes propriétés des différents objets, on peut faire copier-coller et on pourra modifier les libellés des contrôles labels et les propriétés name des contrôles testbox. Donc au total, ici nous avons 5 différents types d'objets. L'objet groupe, frame, pour pouvoir répartir ou bien grouper les informations par thème, et l'objet label pour préciser et pour mieux guider l'utilisateur sur l'information qu'il est en train de qu'il va saisir dans la zone de test. Voilà, et nous avons les boutons qui vont permettre d'afficher l'article ou de valider l'information qui est présente dans les différentes zones de test. On fait un test et on voit que tout est bon. On copie et on va coller, puisque bon, les informations sont quasiment les mêmes hein, avec le formulaire de saisie des ventes. Voilà, c'est quasiment les mêmes informations. Donc on va se fatiguer, on copie l'autre côté et on colle, on modifie les propriétés. Ok. Voilà, on va prendre la même taille de hauteur. Voilà, et la même taille de largeur. Je pense que c'est déjà bon. Voilà. Bon, l'autre élément aussi, c'est que pour ne pas se fatiguer, on va déjà, dans un premier temps, définir
les noms des objets zone de test avant de copier-coller au niveau de FM saisie vente pour ne pas faire la même chose, pour ne pas avoir à faire la même chose. Donc, il faut toujours donner un nom caractéristique qui permette de bien définir l'objet dans lequel nous nous trouvons. Alors, au niveau de TX prix, c'est TX prix. Les zones de test, moi j'aime bien les débuter par TX pour dire test box. En préfixe et en suffixe, on met le nom, la désignation. Donc ici, TX quantité, vous dites c'est une zone de test dans laquelle sera saisie la quantité. TX montant, zone de test dans laquelle sera saisi le montant. Et TX date, zone de test dans laquelle sera saisie la date. Pour l'article, CMD choix article et le bouton valider, le nom est déjà bien défini. On dit que ici, le code d'article et le libellé d'article auront une propriété locked qui sera true pour dire que ce sont des objets dans lesquels on ne peut pas saisir. On ne pourra pas saisir dans ces deux zones de test parce que l'information sera directement récupérée grâce au bouton choix de l'article qui va nous afficher un formulaire et nous transmettre les informations du code et du libellé de l'article qui sera choisi. Maintenant qu'on a fini, nous allons copier et coller. On voit que les propriétés sont conservées. Ici, ça sera plutôt information sur la vente. Puisque l'achat et la vente ont les mêmes, quasiment les mêmes champs. Donc, il n'y a pas de modification supplémentaire à ajouter. Voilà. Progressivement, nous tournons vers le bonheur. Nous allons maintenant nous attaquer au formulaire de saisie des articles. Le principe est clair. On a la liste des articles et pour chaque article, on va soit faire un achat pour approvisionner le stock ou une vente pour réduire le stock. Cependant, la vente dépend de la quantité en stock. La quantité en stock qui est la soustraction entre la quantité totale achetée et la quantité totale vendue de chaque article. Bon, présentement, je pense que ici, nous allons supprimer les colonnes de prix de vente, de prix d'achat et puis conserver seulement les colonnes de quantité totale vente et quantité totale achat. Pour l'instant, nous allons saisir les prix des articles directement dans la zone, dans les formulaires de saisie des ventes et des achats. Après, on verra dans quelle mesure ajouter les prix directement ici. Comme je l'ai dit, la quantité en stock est égale à la soustraction entre la quantité. Donc, la quantité en stock est égale à donc la quantité d'achat moins la quantité de vente. La quantité d'achat moins la quantité de vente, c'est ce qui nous donne la quantité en stock. Alors là, nous allons modifier le nombre de colonnes puisque nous avons supprimé certaines colonnes là-bas. C'est passé à 5 colonnes et on va donc voir dans quelle mesure. Voilà, on copie. Au niveau de l'article, nous allons maintenant finaliser le formulaire de saisie des articles. Voilà. Bon, à ce niveau, il n'y a pas de choix d'article puisque c'est la saisie. On a juste copié-collé pour ne pas avoir à recréer les mêmes éléments qui sont déjà disponibles. Voilà, donc on efface le bouton de choix de l'article et on essaie de repositionner les éléments de sorte à ce qu'il y ait une bonne mise en forme. Bon, ici, on va se limiter juste à code d'article et libellé de l'article pour la saisie des articles. Je pense que les autres champs, ce sont des champs calculés. Quand on prend la quantité
la quantité achetée, la quantité vendue, ce sont des éléments calculés, donc on n'aura pas besoin de saisir ces deux informations. Et on pourra mettre une fonction de recherche à l'intérieur et qui va nous permettre de pouvoir avoir ces calculs-là automatiquement. On va simplifier juste ici le code article et le libellé de l'article. Voilà, on adapte la taille et les différentes positions des objets afin de rendre un peu plus esthétique. Voilà, pas besoin de se fatiguer. On copie le bouton valider et on colle, puis on réduit la taille du formulaire. Voilà, tout simplement. On a déjà les noms qui sont bien définis. Code article, libellé, texte, code article, texte, libellé de l'article. Voilà, donc ici on teste. On voit que on peut pas saisir à l'intérieur parce que la zone de test est en mode locked. Les zones de test de code article et de code et de libellé article ont la propriété locked égale à true, locked égale à true, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire de saisie à l'intérieur. On va modifier les propriétés de ces deux objets et mettre à false de sorte à pouvoir faire la saisie des codes articles. Alors, nous allons maintenant créer le code de détermination de la dernière ligne, de la ligne qui va contenir la nouvelle information ajoutée. Donc, création de la fonction de détermination de la ligne d'ajout, indépendamment de la feuille de données dans laquelle on est. Donc, ça sera une fonction paramétrée des lignes avec pour paramètre le nom de la feuille qui est de type string, donc chaîne de caractères. La fonction elle-même sera de type long pour dire qu'elle va ramener un chiffre entier. Voilà, donc ici, fonction des lignes, on l'initialise à 1 et on parcourt tous les éléments de la feuille en incrémentant la fonction des lignes, de sorte à ce que une fois qu'il atteint une ligne vide à partir de la première colonne, il sache que nous sommes dans une ligne qui est prête à recevoir un nouvel enregistrement. Ici, do loop until sheets non feuille.range. On considère la colonne A en prenant en compte que la colonne A, c'est une colonne qui est obligatoirement renseignée lorsqu'une ligne est renseignée, parce que cette colonne contient le code de l'article. On ne peut pas enregistrer une donnée de vente ou d'achat sans choisir l'article et par occurrence le code de l'article. Donc, cette fonction s'incrémente. Le do loop until signifie répéter jusqu'à ce que on tombe sur une cellule vide de la colonne A. Si une cellule est vide dans la colonne A, ça signifie que toute la ligne est vide, donc toute la ligne est prête à recevoir une nouvelle donnée. Voilà, je vais décrire un peu ce que fait la fonction. Pour ceux qui souhaitent avoir le fichier avec le code, vous aurez la possibilité de m'écrire afin de pouvoir répondre aux exigences et recevoir, en plus de la vidéo, le fichier avec le code commenté. Voilà, donc ici, c'est une fonction qui va être utilisée pour l'ensemble des formulaires. Donc, c'est pourquoi on a fait le paramètre non feuille pour dire que, indépendamment de la feuille, elle doit toujours parcourir la colonne A. Alors, le bouton valider, ici, on va d'abord poser la question si l'utilisateur souhaite valider l'information qui est disponible dans les différentes zones de test. Voilà. Est-ce que vous souhaitez valider les informations? Voilà, la fonction MSGBox a au total plusieurs paramètres, dont 2 qui sont obligatoires, la question et puis le bouton. Bon, pas deux même, une seule est obligatoire, c'est la question. Donc prompt et bouton as
Pour dire ici, VB question, c'est pour dire c'est une question, donc c'est une image de question qui va apparaître. Et VB yes, no, c'est pour dire est-ce que c'est les boutons qui seront utilisés pour déterminer l'action prochaine. Donc yes pour dire oui et no pour dire non. Alors, une fois que c'est no, on sort de la procédure parce que l'utilisateur ne souhaite pas continuer. Vous vous rappelez de la variable publique ajout modification. Ici, il faut savoir que le bouton valider servira à saisir, à ajouter de nouvelles données ou à modifier une donnée déjà existante. Alors donc, il faut savoir si nous sommes dans le cadre d'un ajout ou d'une modification. Dans le cadre d'un ajout, c'est la fonction des lignes qui va amener ou qui va transmettre à la variable i la ligne qui servira, dans laquelle on doit ajouter une nouvelle information. Alors, des lignes, moi j'écris généralement des lignes, mais ici j'ai mis des lignes. Donc, bon, on va juste modifier pour conserver la même écriture habituelle. Donc, des lignes pour dire dernière ligne. Voilà, on modifie tout. Ok, vous vous rappelez que au niveau des différents formulaires de visualisation des données, au niveau du bouton d'ajout, j'ai précisé qu'il s'agit d'un ajout, donc ajout modification égale à true. Ici, lorsque l'utilisateur va vouloir valider l'information, il va vérifier si on est dans le cadre d'un ajout ou d'une modification. Dans le cas d'un ajout, il va récupérer l'information de la fonction des lignes. Donc la fonction des lignes va ramener à i, en fonction de la feuille qui sera passée en paramètre, l'information de la ligne A, la ligne qui sera utilisée pour faire l'ajout. Dans le cas contraire, i va récupérer l'information de la ligne à modifier. Cette ligne à modifier sera déterminée dans la partie modification. Voilà. Donc, on a déclaré une variable i qui est de type long. Vous avez vu que la fonction des lignes a été déclarée aussi de type long. De même que la fonction ligne à modifier qui est publique, elle aussi a été déclarée de type long. Nous avons mis dans le formulaire de visualisation des données, au niveau des boutons ajout modification égale à true si on clique sur ajout, ou égale à false si on clique sur modifier. Donc en fonction de l'information ou de la valeur du bouton et de la fonction de la variable ajout modification, i va récupérer l'information de la ligne. Il va récupérer l'information ramenée par des lignes, note de la feuille si nous sommes dans le cas d'un ajout, ou il va récupérer l'information de la ligne à modifier si nous sommes dans le cadre d'une modification. Bien sûr, ici nous allons juste maintenant insérer les données dans la feuille de données. Pour insérer les données dans la feuille de données, il faut savoir où chaque information doit aller se stocker dans la feuille de données. Là, la colonne A de la feuille de données va recevoir l'information du code du produit, donc mi.tx code article .value. Ainsi de suite, on aura la colonne B pour le libellé, le prix, la quantité, le montant et la date. Donc P, C, D, quantité, montant et date. Donc mi.tx libellé de l'article va aller se stocker dans la colonne B à la ligne I. Ensuite, on aura le prix, la quantité,
et la date. Voilà. Et on va créer un message pour informer l'utilisateur que les informations ont été bel et bien enregistrées. MSGBox, c'est la fonction qui permet d'afficher un message. Déjà, on a le prompt, qui est le premier paramètre, c'est le message à afficher. Ensuite, on a en deuxième paramètre les différents boutons et l'image, et en dernier paramètre le titre, qui est ici stock. Donc, MSGBox, vos informations ont été enregistrées avec succès. Il faut dire que ce code va permettre à la fois d'ajouter l'information, une nouvelle information, ou de modifier une information qui aurait été sélectionnée dans la zone, dans la liste des données stockées grâce au bouton modifier. Voilà. On va copier. Alors, lorsqu'on clique sur le bouton modifier, cette fois-ci, c'est le sens inverse qui est effectué. Certes, on va récupérer l'information de la ligne sélectionnée dans la zone, dans le listbox, dans la zone contenant les différentes informations. Et cela se fait grâce au paramètre listIndex. Donc ici, if me.lb données article.listIndex égale -1 pour dire qu'il n'y a pas eu de sélection dans la zone de liste ou le listbox. Alors on renvoie une information pour informer l'utilisateur ou pour l'avertir que aucune ligne n'a été sélectionnée. Par contre, si la ligne est sélectionnée, on récupère encore l'index qu'on stocke dans la variable publique que nous avons créée tout au début, ligne à modifier. Pour avertir l'utilisateur, c'est toujours un message, donc avec la fonction MSGBox et le paramètre qui est le texte du message à afficher. Donc, veuillez sélectionner la ligne à modifier avant de continuer. Ici, on essaie au maximum possible de ne pas personnaliser les différents messages parce que le code sera utilisé dans l'ensemble des différents formulaires. En tout cas, les formulaires pour lesquels ce code est nécessaire. Alors, donc, ligne à modifier, donc, va récupérer l'information du listIndex plus 2. Pourquoi plus 2? Parce que lorsqu'on sélectionne une ligne dans la zone de liste, dans le listbox, le premier index est 0, pendant que dans la feuille de données, le premier index commence par la ligne 2. Puisque les informations seront stockées dans la feuille de données, il faut pouvoir identifier la ligne correspondante. Donc, lorsqu'on sélectionne la première ligne du contrôle listbox, on sélectionne aussi la première ligne de la feuille de données. La première ligne du contrôle listbox a pour paramètre listIndex 0, alors qu'il a pour listIndex pour valeur ou même pour ligne 2 dans la feuille de données. C'est pourquoi on ajoute le plus 2. Comme je l'ai dit, c'est le sens inverse. Ici, on récupère les informations qui ont été stockées dans la feuille de données à la ligne à modifier et on renvoie ces informations-là dans le formulaire, dans le user form. Voilà, on va essayer de bien indenter pour que le code soit plus lisible. Ici, on remplace tout ce qui est i par ligne à modifier, tout simplement. Pour dire que le mi.txcodearticle.value va récupérer l'information de la colonne A à la ligne à modifier. Donc, la cellule ligne à modifier. Et pour finir, nous allons afficher le formulaire de saisie. Donc, fm saisie achat.show.
chose, c'est la méthode qui permet d'afficher un formulaire. Nous ne jamais oublier d'enregistrer votre formulaire, votre fichier à chaque fois pour ne pas perdre le code. Alors le code de suppression, ça sera quasiment le même que celui de modifier, à la différence que on va directement appliquer la suppression de la ligne à modifier. Ici, la ligne à modifier, au lieu d'être modifiée, sera supprimée. Mais on utilise toujours la même syntaxe. Déjà, pour pouvoir faire la suppression, il faut que l'utilisateur sélectionne la ligne à supprimer. Et la ligne à supprimer sera donc... l'information de la ligne à supprimer sera donc stockée dans la variable ligne à modifier. Et on aura juste à supprimer cette variable. Voilà. Point delete. Donc, feuille donnée achat, point rose, ligne à modifier, point delete. Tout simplement. Maintenant, ne pas oublier. Voilà. Donc, on ajoute. Ici, il nous reste la fenêtre de visualisation et de sélection des articles. On a déjà fait le code d'ajout, le code de modification, le code de suppression. C'est le même code qui sera partagé partout. Hein. C'est le même principe. Surtout au niveau de la fenêtre de vente. Je pense que là, il n'y a pas grand chose. C'est juste qu'il faut changer la feuille de données, tout simplement. Sinon, on a les mêmes champs, on a les mêmes informations qui sont stockées dans les mêmes endroits. Voilà. Donc, on change tout ce qui est feuille donnée achat en feuille donnée vente. Voilà, c'est la même chose. Hein. On récupère le code du bouton modifier de la fenêtre d'affichage des achats et on fait la même chose au niveau de la modification pour la fenêtre des ventes. Maintenant, il faut juste s'assurer de changer tout ce qui est vente en achat. Sinon, les deux codes sont quasiment les mêmes. Ici, la seule chose qu'il faut regarder, c'est de savoir que lorsqu'on veut stocker une information, une nouvelle information, on saisit de nouvelles données et elle les enregistre. Mais lorsqu'on veut modifier, il faut faire appel aux données à modifier et les afficher dans le formulaire de saisie, tout en conservant l'information de la ligne à modifier, de sorte à ce que lorsque l'utilisateur clique sur le bouton valider, dans le cadre d'un ajout, on fait appel à la fonction des lignes, mais dans le cadre d'une modification, on fait appel à la variable ligne à modifier qui récupère l'information de la ligne, de l'index de la ligne sélectionnée dans la zone de liste, plus 2, pour qu'il y ait correspondance entre cette information et celle qui est dans la base de données. Bon, là, on avait omis de mettre, de changer le libellé en libellé achat. Voilà, donc on modifie tout. Mi.lb données achat, tout simplement. Alors, on avait laissé le nom de lb données article au niveau de lb données achat. Donc, c'est cette petite modification que je viens d'effectuer. Elle n'a pas trop d'impact, mais je pense que
il faut conserver la structure et la nomenclature. Il faut conserver l'harmonisation. Le bouton supprimer, idem. On va copier, on va changer ici le LB en LB vente. Voilà, puisque nous sommes dans la vente. Voilà, ou bien LB donné achat plutôt pour les achats. Voilà, LB pour dire list box. Je vous laisse quelques instants pour regarder le code, puis on va progresser. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire et me ferez l'effort de vous répondre. Ici, comme on le constate pour la suppression, nous avons conservé ajout modification égale false pour dire qu'on est dans le cadre d'une modification, mais c'est aussi valable pour une suppression. Et on récupère la ligne à modifier, puis on supprime tout simplement avec la méthode .delete. Voilà, nous avons mis de créer un dernier formulaire qui est le formulaire de visualisation ou de sélection de l'article. Il a le même modèle que le formulaire de visualisation. Ici, on aura donc un libellé. Voilà, un libellé. Pour ne pas se fatiguer, il suffit juste de copier ce qu'on a déjà fait et puis coller. Donc, on aura un libellé, donner des articles tout simplement. Liste des articles. Enregistrer. Voilà. On positionne bien. Voilà, on modifie la position. FM, bien, voilà, caption article. On modifie la propriété backcolor pour que tout soit blanc et la propriété caption du label sera modifiée en choix de l'article. Ici, nous allons choisir l'article. Donc, il faut créer un formulaire de visualisation qui a la même ressemblance que le formulaire de visualisation des données. On aura aussi un contrôle listbox, voilà, et un bouton, un contrôle listbox, zone de liste, voilà. Et un bouton valider pour valider le choix qui sera fait à travers ce contrôle listbox. Voilà, on modifie encore la propriété font pour conserver toujours les mêmes polices. Il faut harmoniser ces polices et les dimensions dans son code. Ça fait partie des bonnes pratiques. Voilà, on copie le bouton valider et on le colle ici. Donc, ça sera un bouton qui va me permettre de valider notre choix. Ici, le contrôle listbox sera modifié en LB sélection article. Voilà, c'est une zone de liste qui va permettre de sélectionner notre article. Voilà, on modifie les propriétés colonne compte pour dire que on aura 5 colonnes. Et voilà, donc on récupère ici le nom du tableau. Toujours, pour ceux qui se rappellent, dans la propriété raw source, on pourra intégrer cette valeur pour dire il faut faire appel au tableau article. Maintenant, puisque la propriété colonne id est à true, donc les libellés s'affichent et on a notre tableau qui est présenté ici. La propriété bande colonne permet de connaître l'information, la colonne à récupérer. Voilà. C'est-à-dire que si je mets bande colonne 1, ça veut dire lorsque je vais cliquer sur le bouton valider,
s'il récupère directement l'information de listbox, le bond colonne va me permettre de récupérer l'information de la première colonne. Je vais créer deux variables publiques, code article et libellé article, qui vont récupérer les informations de la ligne sélectionnée dans le formulaire de sélection de l'article lorsque nous allons cliquer sur le bouton valider. Le code du bouton valider se présente comme suit. Nous avons le code article qui va récupérer l'information qui a été sélectionnée. Bon, ici, on aurait bien pu utiliser la propriété value du listbox directement, mais il est préférable de récupérer l'information directement dans la feuille de données. Alors, donc, pour ce faire, nous allons créer une variable i de type long et cette variable va récupérer l'index plus 2 de la sélection ou voilà, du contrôle listbox. Lorsqu'on sélectionne un article, lorsqu'on sélectionne une liste dans le contrôle listbox et qu'on clique sur le bouton valider, la variable i va récupérer l'index, le list index de ce contrôle listbox plus 2 afin de pouvoir aller récupérer dans la feuille de données l'information correspondante. Comme je vous l'ai dit, il y a deux points entre la première valeur du contrôle listbox et la première valeur de la feuille de données. Si on regarde bien dans la feuille de données, la première ligne d'enregistrement commence à partir de la ligne 2. Par contre, dans le contrôle listbox, la première ligne commence à la ligne 0. Pour list index 0. Ce qui fait qu'on fait le list index plus 2. Et le UNloadMe, c'est pour fermer la fenêtre lorsque nous avons fini la sélection de l'article. La sélection de l'article. Voilà. Au choix, lorsque nous allons cliquer sur le bouton choix de l'article, le formulaire de sélection de l'article va s'afficher grâce au code. Voilà, il va s'afficher. Pour l'instant, on initialise ces deux variables en mettant du vide, de sorte à ce que lorsque le formulaire va s'afficher, il puisse récupérer les informations qui ont été saisies. Bon, pour faire encore plus intéressant, nous allons initialiser les variables code article et libellé article avec les informations saisies ou bien affichées dans le mi.tx code article et mi.tx libellé article du formulaire de saisie. Comme ça, si rien n'a été sélectionné, le code article et libellé article vont conserver l'information disponible dans le formulaire de saisie. Et à la suite de ça, on affiche le formulaire fmselection.show, puis on récupère les informations qui ont été enregistrées dans le code article. Si rien n'a été mis dans le code article, on récupère les mêmes informations qui avaient déjà été saisies ou bien qui étaient déjà présentes dans le formulaire de saisie. Par contre, si quelque chose a été sélectionné, ou bien si un article a été sélectionné, en cliquant sur le bouton valider de FM sélection article, on aura les informations. Et on fait de même pour le formulaire de saisie des ventes. On en fait de même pour le formulaire de saisie des ventes. Voilà. Passons maintenant au formulaire de saisie des articles. C'est le même principe, ligne à modifier, où i égale à des lignes. On va changer le feuille donnée achat en feuille donnée article. Voilà. On va le changer, même pour l'instant, on va enregistrer les informations dans la feuille de données article. Grâce à la syntaxe feuille donnée article.range and i, c'est pour dire la ligne i, a c'est pour dire la première colonne, la colonne A va recevoir mi.tx code article.value. De même, la feuille de données à la colonne B, à la ligne I, va recevoir
l'information du libellé d'article. À ce niveau, il n'y a que deux informations à saisir. Les autres informations comme la quantité achetée, la quantité vendue et la quantité en stock seront faites par calcul automatique. Puis, on affiche un message pour confirmer l'enregistrement des informations dans la base de données. Vos informations ont été enregistrées avec succès. Voilà, on va passer au bouton de modification. Une fois qu'on a fait ça pour un seul formulaire, pas besoin de se fatiguer, il suffit de copier-coller le code et puis de l'adapter. On change ce qu'il y a à changer. Ici, c'est mi.lb données article.list index égale -1 pour vérifier s'il y a eu une sélection d'articles dans la zone, dans la liste, dans le listbox concédé. If mi.lb données article.listbox égale -1 vel msgbox, veuillez sélectionner la ligne à modifier avant de continuer. VB critical pour envoyer un message d'alerte et stock pour le titre. Voilà, le bouton valider, on récupère. Lorsque on est dans le bouton modifier, voilà, on insère et puis on change les positions. Cette fois-ci, c'est l'information qui est récupérée qui va aller se stocker dans le formulaire de saisie pour faciliter la modification. Voilà, on fait le premier test. On voit que l'information est bien enregistrée. On peut modifier. Ok, il y a une petite erreur qui s'est glissée. Oui, on teste encore. Il y a une petite erreur qui s'est glissée. Ouais, c'est pas le mi, c'est plutôt FM saisie article. Voilà. Bon, là, on n'est pas dans le formulaire de saisie des articles. On est dans un autre formulaire, on est dans le formulaire de visualisation. Mais par contre, c'est le formulaire de saisie des articles auquel nous voulons faire appel.
Et on a fait cette même erreur dans les formulaires de saisie des ventes et des articles. Pour le cas des formulaires de saisie des ventes et des articles, il faut toujours faire point chaud à la fin pour pouvoir afficher. Voilà. Donc ici, biscuit presse. Voilà. Ok, l'information est stockée. On ferme. Bon, on va devoir mettre un code pour fermer le formulaire lorsqu'on a fini de faire la modification ou lorsqu'on a fini de cliquer sur le bouton valider. On finit avec le formulaire de visualisation des données des articles par rapport au code de suppression. Voilà, code de suppression. mi.lb données article .list index égale -1. Un message s'affiche pour dire que la ligne à supprimer, il faut la sélectionner avant de continuer. Dans le cas où c'est sélectionné, ligne à modifier va récupérer l'information de la ligne par correspondance dans Excel. Et ensuite, grâce à la syntaxe feuille données article .row en parenthèse ligne à modifier .delete supprimer l'information. Voilà, il faut faire la même chose dans les autres formulaires. Comme je le disais, nous avons mis, au lieu de mis, c'est plutôt FM saisie achat ou FM saisie vente dans le cadre des ventes. Voilà, FM saisie vente. Heureusement qu'on a été un peu vigilant. Donc, ça allait nous créer des erreurs. Ne pas oublier de fermer le formulaire après validation. Voilà, pour ne pas qu'il reste affiché alors que vous avez fini, vous voulez passer à autre chose. Mais par contre, si vous voulez saisir à nouveau, vous pouvez ajouter un message qui demande est-ce que l'utilisateur veut saisir à nouveau. Dans le cas où il veut saisir à nouveau, l'information, le formulaire se ferme 7, mais il s'affiche à nouveau. Par contre, si ce n'est pas le cas, il se ferme directement. Voilà, on va faire quelques tests ici. On choisit l'article, on voit que l'information est stockée directement. Mais bon, ça revient avec le code libellé partout. Donc, on modifie ici, on va mettre le B. Voilà, B. Merci. Ajouter, on choisit l'article. Voilà, on choisit l'information est ajoutée. On met le prix, la quantité, le montant 2500 et enfin la date. Voilà, l'information est stockée, enregistrée et là on a l'information stockée. Lorsqu'on clique sur le bouton modifier, il y a une petite erreur qui s'est glissée. Bon, on va regarder un peu d'où l'erreur peut provenir. Alors c'est comme ça, il y a un E qui manque. Souvent on peut faire ce genre d'erreur là, voilà, où il y a des petits trucs qui manquent. Le problème avec le VBA, c'est que lorsqu'on lance, on exécute le code, il exécute uniquement le code concerné. Donc, s'il y a une erreur dans un autre code, ne vous fait pas de cela jusqu'à ce que vous arrivez dans le code en question. Voilà. On voit qu'il y a quelques petites erreurs qu'il va falloir corriger. Le bouton supprimer n'est pas encore fait au niveau du formulaire de saisie des ventes. Voilà. On récupère encore le code qui nous intéresse, l'autre côté, un if. Ici, dans le message, vous voyez, sélectionner la ligne à supprimer.
Voilà. Donc, feuille vente, point range, point row, ligne à modifier, point delete. Alors, on va tester le code. Ok, on regarde. Il a modifié. Le code était bon, toujours le S. En fait, l'information avait déjà été supprimée, donc il n'y a plus de nouvelles informations à l'intérieur. Voilà pourquoi ça crée ce petit problème. On va tester à nouveau. Ouais, il est toujours pratique d'afficher un message pour que l'utilisateur sache que ce qu'il a exécuté a été effectué. Donc là, nous allons ajouter un message pour dire la suppression s'est effectuée avec succès. C'est un message d'information. Voilà pourquoi nous avons mis en deuxième paramètre VB Information. N'ai jamais oublié d'enregistrer. Il faut toujours enregistrer. Voilà. Ici, nous avons omis de récupérer l'information de la ligne à modifier. Donc là, ce n'est pas donné vente, mais c'est plutôt donné achat. Donné achat. Voilà. On met le message de suppression et on ajoute le code de récupération de la ligne à modifier. Bon, dans l'ensemble ici, nos différents codes d'ajout, de modification et de suppression pour nos trois différents formulaires sont terminés. On va pouvoir les améliorer au fur et à mesure. Mais déjà, nous allons créer le code qui permet de récupérer la quantité totale achetée et la quantité totale vendue en vue de déterminer la quantité en stock. Plus tard, nous allons nous servir de ces différentes informations pour créer un dashboard complet qui va nous permettre de faire le suivi de nos achats, de nos ventes, de nos bénéfices pour chacun de nos articles. Voilà, donc ici, on va utiliser la fonction. On n'a pas besoin de se fatiguer à créer un code à ce niveau. On utilise la fonction SUMSI tout simplement, voilà, qui permet de récupérer les informations à partir des codes articles qui sont stockés dans les données vente, achat et articles. Il y a eu un petit souci sur le code, on va le reprendre. Donc, le premier paramètre de SUMSI, c'est la plage. Ensuite, le critère. Voilà. Et enfin, la plage assommée, qui est la quantité d'achat. Voilà. Là, c'est bon maintenant. Code article. Voilà. Tableau vente, tableau achat. Je pense que c'est bon. Voilà. Ce sont des informations qui se calculent automatiquement.
Donc, à chaque achat, à chaque vente d'un article donné, la somme va s'incrémenter, va s'ajouter, va s'additionner et on aura en fait la quantité d'achat, la quantité de vente et la quantité en stock. Et grâce à une fonction que nous allons développer dans la prochaine vidéo, nous allons pouvoir savoir s'il est possible de faire une vente ou s'il est nécessaire de faire un achat. Donc, nous allons créer une fenêtre de paramètres qui va nous permettre de faire le calcul, ce calcul-là. Ici, on a les différents prix et quantités. Et puis, montant. En fait, il est souvent intéressant d'utiliser directement les fonctionnalités que Excel nous donne au lieu de faire des programmations. Surtout que cette fonction ne va pas alourdir notre fichier. Voilà. Au lieu de créer une fonction qui va nous permettre de calculer, une macro qui va calculer pour nous le montant total à travers le prix et la quantité, on peut créer une fonction directe dans Excel, comme on le fait ici. On a donné des noms à chaque cellule. Ici, pour le prix, on a mis prix A, montant A et puis quantité A. Voilà, le montant sera égal au prix multiplié par la quantité. Les informations qui seront saisies en termes de prix et de quantité dans les différents formulaires de saisie des achats et des ventes seront automatiquement enregistrées dans ces différentes cellules qui ont été renommées et nous faire automatiquement le calcul du montant. Le montant calculé ici sera récupéré et affiché automatiquement dans la zone de test de montant. Donc, l'utilisateur n'aura plus à modifier ou à faire le calcul mentalement ou manuellement. Une fois qu'il rentre le prix et la quantité, les informations seront automatiquement calculées et stockées dans la zone de test du montant. Voilà, donc ici, l'affectation des informations prix et quantité saisies se font grâce à la procédure change de chaque objet. Donc ici, pour TX prix change, déjà même que c'est la procédure de base, la procédure standard. Donc, lorsque l'information qui est dans la zone de test change, automatiquement, cette information est enregistrée dans la cellule prix A ou la cellule quantité A. Je les ai renommés pour me faciliter leur utilisation. Au lieu de mettre B2, B3, sheet.B1, sheet1.B2, tout ça, j'ai renommé les cellules qui vont recevoir les prix, les quantités et les montants afin de les utiliser directement sans avoir à préciser le nom de la feuille dans laquelle ils ont été créés. Ici, pour empêcher la saisie ou la modification des informations dans le montant, nous allons mettre un for couleur rouge et puis la propriété locked, nous allons tout simplement la modifier pour la mettre à true. Voilà. C'est la même chose ici, couleur rouge, for couleur rouge et la propriété locked,
Bon, ça c'est une question de mise en forme. Et la propriété log, nous allons mettre la propriété log à true. Dit vrai. Bon, on initialise les valeurs de prix et quantité à 0, 0. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous laisse vous exercer aussi à ce niveau pour pouvoir mettre des contrôles de sorte à ce que lorsque quelqu'un saisit un prix, une valeur test dans le prix ou dans la quantité, un message d'erreur puisse s'afficher. Voilà, quand on fait l'essai, voilà. Le calcul se fait automatiquement. Et on met la date. Je vois que ici, c'est le contraire qu'on doit faire, c'est quantité totale achetée moins la quantité vendue. C'est le contraire. Donc, voilà, quantité totale de l'achat moins la quantité totale vendue. C'est ce qui nous permet d'avoir la quantité en stock. En principe, la quantité en stock ne doit jamais être négative. Elle doit être soit 0 ou supérieure à 0. Donc, elle doit être totalement supérieure ou égale à 0. Et nous allons créer une fonction pour cela dans les prochaines vidéos. On va faire quelques tests pour voir un peu comment est-ce que notre code se comporte. Je pense que jusqu'ici, nous avons fait l'essentiel. Reste à ajouter les codes de contrôle pour empêcher l'utilisateur de saisir des informations erronées au niveau du prix, mais aussi des fonctions qui permettent de demander à l'utilisateur s'il veut vraiment valider l'information qui a été saisie. Voilà, donc nous avons 96 maintenant en stock, ce qui est juste. Et en fonction de ça, on pourra maintenant savoir s'il faut compléter le stock ou pas. On va créer juste une fonction, une petite fonction statut pour dire que on peut vendre si la quantité en stock est supérieure à 0, donc la vente est possible. Sinon, la vente est impossible. Voilà, mise en forme conditionnelle. Vert si la vente est possible, ou rouge si la vente est impossible. Donc, c'est une mise en forme conditionnelle appliquée, une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent des valeurs. Donc, si la valeur est impossible, on aura donc voilà, du rouge. Et si c'est possible, si la vente est possible,
on aura une couleur verte. Très spécifique comme possible. Ok. Alors, nous avons fait ici l'essentiel. On va juste vérifier. On voit un peu si les différents codes passent. Je vous donne rendez-vous prochainement pour les autres vidéos. La vidéo qui va nous permettre de contrôler la saisie des ventes en fonction de la quantité en stock.